Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Solidarités. Depuis plusieurs mois, et encore plus ces dernières semaines, nous sommes comme députés sollicités partout et nous constatons la fermeture des services d'urgence des hôpitaux de proximité et la grande difficulté dans plusieurs grands hôpitaux. En Sarthe, par exemple, les hôpitaux du Bailleul, de Saint-Calais et de Mamers ne fonctionnent que de façon intermittente. D'autres services hospitaliers visant à traiter des situations urgentes fonctionnent de façon dégradée. La raison en est l'insuffisance de médecins et de personnel soignant. Le Ségur de la santé nécessaire a montré ses limites, puisque les personnels manquent, quittent le service public ou n'y viennent pas. C'est une spirale vicieuse, Monsieur le Ministre, puisque l'insuffisance des personnels augmente la charge de travail et décourage celles et ceux qui y sont. C'est malgré l'engagement fort des professionnels, je dirais, une sorte de sauve qui peut. Vous avez annoncé des financements exceptionnels pour l'investissement, mais c'est le fonctionnement et l'attractivité qui posent problème aujourd'hui. Vous avez fait adopter une loi de transformation du système de santé, mais ce sont les réponses pratiques aux problèmes de nos concitoyens de la vraie vie qui attendent. Où et comment faire prendre en charge un malade? Qui pour me soigner en cas de malaise grave ou inquiétant? Qui peut m'aider? C'est les questions quotidiennes que nous avons. Et ma question donc ici est simple, Monsieur le Ministre. Quel est votre plan? Quel est le calendrier? Combien faut-il de soignants? Comment entendez-vous desserrer les taux de financement et rendre plus efficace le fonctionnement? Voilà les questions que je souhaite poser ici avec mon groupe et nous attendons et nous espérons une réponse. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Karamanli, je vous remercie pour votre question qui est à la fois juste, importante et partagée sur le fond et modérée sur la forme. Et je vous remercie notamment, ce n'est pas tous les jours le cas, bien que député de l'opposition, d'avoir reconnu l'intérêt du Ségur et de l'investissement par les pouvoirs publics dans l'hôpital de notre pays. J'étais dans la Sarthe la semaine dernière, Madame la députée. S'il vous plaît. Continuez, Monsieur le Ministre. J'étais dans la Sarthe la semaine dernière, Madame la députée, pour y annoncer justement le Ségur d'investissement au Mans. Je me suis d'ailleurs engagé à la demande de la députée Pascale Fontenelle-Personne à revenir dans la Sarthe pour un débat spécifique sur les déserts médicaux. Pourquoi ? Parce que vous êtes un département particulièrement fragile en termes d'offres médicales. Je crois que vous êtes 89e, hélas, en partant de la fin en termes de démographie médicale. Les solutions, vous les connaissez. D'abord, la suppression du numerus clausus. Je n'y reviens pas, nous l'avons abondamment décrit. Ensuite, 6 000 soignants en formation supplémentaire cette année, infirmiers et aides-soignants. Ça compte, c'est 30% de plus dans votre territoire, Madame la députée. Ensuite, les services d'accès aux soins pour faire davantage coopérer les médecins de ville et les médecins hospitaliers pour qu'il y ait une participation conjointe à la régulation, à la prise en charge des soins non programmés avec des plages de soins non programmés réservées tant en ville qu'à l'hôpital. Ensuite, ce sont les coopérations interprofessionnelles. Dans le PLFSS, Madame la députée, c'est le cas sur la filière visuelle, par exemple, où des orthoptistes peuvent désormais prescrire des lunettes, parce que l'accès aux lunettes et aux ophtalmos en Sarthe est très complexe. Et puis, toutes les dynamiques innovantes de territoire. Ce que j'ai vu au Mans, Madame la députée, avec ce centre de cancérologie qui sort de terre et dans lequel vous avez des médecins extrêmement motivés, avec des plateaux techniques dernier cri, vraiment dernier cri, dignes des plus grands CHU, eh bien, dans cette dynamique-là, les médecins me disent « Nous avons réussi à attirer des jeunes qui viennent dans notre territoire parce qu'ils y ont vu là des outils de travail modernes. » Eh bien, le Ségur d'investissement, les 19 milliards d'euros pour désendetter les hôpitaux, reconstruire les hôpitaux, numériser, moderniser les hôpitaux, c'est autant d'établissements, c'est-à-dire 3 000 au total en France, qui seront demain plus attractifs pour l'ensemble des professionnels de santé. Le temps, Madame la députée, de les former. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre chargé des Affaires européennes. Je crois qu'il est nécessaire de continuer à rappeler le drame humain qui se joue depuis plusieurs semaines à la frontière de la Pologne, en Biélorussie. Si des premiers rapatriements ont été effectués, la situation reste tragique. Je veux dire nos pensées pour ces femmes, ces hommes et surtout ces enfants, utilisés comme les pions d'une guerre hybride qui n'est pas la leur, manipulée par le régime biélorusse qui, dans une nouvelle stratégie de déstabilisation de l'Europe, se rend coupable de crimes odieux. Nous le savons, ce type de manœuvre est appelé à se reproduire. Face à cela, la solution ne peut pas être de construire des murs. Tout d'abord, parce que cela ne fonctionne pas, mais surtout
car c'est dans sa puissance, son indépendance, son humanité que l'Europe doit trouver les solutions pour apparaître suffisamment forte, unifiée et ferme sur ses principes et ses valeurs pour dissuader ces tentatives de déstabilisation. Les sanctions prises sur le court terme par l'Union pour cibler les personnes et organisations qui participent à ce trafic d'êtres humains sont une bonne chose. Pour autant, c'est une réponse sur le long terme dont l'Union a besoin. Nous avons d'ailleurs abordé ce sujet dans le rapport de la commission d'enquête sur les migrations publié la semaine dernière. Monsieur le ministre, comment la France, notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, compte-t-elle faire avancer le pacte sur la migration et l'asile, alors même qu'il existe de fortes divergences au sein de l'Union sur ces questions? Par ailleurs, dans l'immédiat, que pouvons-nous faire pour la mise à l'abri de toutes ces personnes amassées à nos frontières dans des conditions inhumaines? Dans le cadre des discussions européennes, un couloir humanitaire pourrait-il être mis en place rapidement ou tout au moins l'accès à l'aide humanitaire peut-il être permis sur la zone frontière? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Chantal Jourdan, vous avez raison de revenir sur cette situation et le drame qu'elle représente. D'abord pour redire ici qu'il ne s'agit pas d'une crise migratoire telle que nous avons connue dans le passé ou d'une vague migratoire qui serait massive ou spontanée. Il s'agit d'une agression organisée par un régime dictatorial à nos portes qui est la Biélorussie, avec un certain nombre de complicités. Et la réponse que nous pouvons apporter à très court terme doit être impérativement européenne. Tous ceux qui nous expliquaient que les sujets migratoires se traitaient derrière les frontières nationales exclusivement voient aujourd'hui à quel point nos défis sont européens. Et nous résoudrons cette crise si nous agissons en Européens avec la plus grande fermeté. Et je le redis ici, notre solidarité à l'égard de la Pologne, notre solidarité à l'égard de la Lituanie, de la Lettonie, qui sont également concernés, est totale. Et nous répondrons, vous l'avez rappelé, de manière efficace en étant aussi conformes à nos valeurs. Nous avons déjà une action européenne et je le dis, nous résoudrons cette crise en Européens. Nous avons installer de nouvelles sanctions qui seront détaillées dans les tout prochains jours, une trentaine environ, qui visent des individus ou des entités. Aujourd'hui même, cet après-midi même, Charles Michel, le président du Conseil européen, a annoncé par exemple que la compagnie Belavia biélorusse serait interdite de location d'avions en Europe. C'est une mesure supplémentaire très concrète. Nous avons procédé par notre action diplomatique européenne à laquelle la France prend toute sa part à des suspensions de vol qui mettent fin à ce trafic organisé. Et cela doit continuer dans les prochains jours. L'Europe a les moyens et c'est seulement en européen que nous répondrons à cette crise. Et vous avez raison aussi de souligner que cette crise montre à quel point, cette crise organisée montre à quel point nous devons avancer sur le sujet migratoire au niveau européen. Le pacte asile et migration est très difficile à faire progresser, ne nous le cachons pas, ce sera aussi le cas sous présidence française. Mais avec Gérald Darmanin, nous travaillons sur l'autorité du président de la République à des mesures concrètes qui nous permettent d'avancer, des mécanismes de solidarité européens. Et nous le voyons aussi pour tenir nos frontières extérieures, à renforcer l'agence Frontex. Nous avons tant besoin aujourd'hui pour répondre de manière ferme et humaine en évitant les excès, comme vous l'avez rappelé. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, ce jeudi 25 novembre marquera la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Nombre de Françaises et de Français iront manifester partout dans notre pays pour témoigner leur soutien aux victimes et dire l'attente qui est celle de notre société pour endiguer ce fléau. La représentation nationale prendra sa part dans ce combat puisque le même jour, à l'initiative de la délégation aux droits des femmes, et je tiens à en remercier la présidente Rixain, se tiendra un colloque relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes en situation de handicap. Cela est d'autant plus essentiel que nous devons tous entendre le cri d'alarme lancé par les 285 femmes signataires de la tribune MeToo politique, témoignant qu'aucun secteur de la vie sociale n'est épargné. Les violences faites aux femmes sont un véritable fléau, tant par les multiples formes qu'elles prennent, sexuelles, sexistes, physiques ou physiologiques, que par leur nombre. Rappelons que selon le ministère de l'Intérieur, 87% des victimes de violences conjugales sont des femmes, ce qui représente 139 200 femmes victimes en 2020. Les plaintes pour violences conjugales ont augmenté de 10% par rapport à 2019. En 2020, 102 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint. Elles sont déjà 101 depuis le début de l'année 2021.
Le temps de la prise de conscience est terminé et depuis plusieurs années, les dispositifs d'aide aux victimes se sont multipliés, mais beaucoup reste à faire, notamment en matière de prise en charge des victimes. Je pense plus particulièrement aux places d'hébergement d'urgence qu'il est primordial de démultiplier et aux solutions intrafamiliales qu'il convient de développer. Alors, Madame la Ministre, comment le gouvernement entend renforcer le suivi des auteurs et des familles et développer les dispositifs mis en œuvre pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes et protéger ainsi les victimes? Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Outre-mer. J'y associe mes collègues Victoire Jasmin, Catherine Conconne et Maurice Antiste. Depuis plusieurs jours, la Guadeloupe est littéralement sous les feux. Monsieur le ministre, une autre menace plane, celle de la contagion et de l'extension du domaine de la lutte, des luttes sanitaires aux combats idéologiques et politiques plus globaux. La Martinique et la Guyane sont assises au bord d'un volcan. La Polynésie a lancé son premier préavis de grève générale. Et il suffit d'une étincelle pour déclencher un brasier en Nouvelle-Calédonie à quelques jours du référendum. 2009 est toujours là pour nous instruire. Et pourtant, j'estime que vous auriez pu protéger Pointe-à-Pitre livrée à elle-même. À notre demande, le Premier ministre nous a longuement reçus. Au-delà du nécessaire volet sécuritaire, pourriez-vous informer la représentation nationale des suites concrètes du plan d'action global, systémique et structurel annoncé et son calendrier à court et à moyen terme? Face aux résistances, comment prévenir une 5e vague et sauver des vies? Nos collègues Jomier, Karouchi et Arnaud vous ont ici fait des propositions qui pourraient vous inspirer. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Outre-mer. Monsieur Sébastien Lecornu, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les sénateurs et sénatrices. Monsieur le ministre Lurel, j'aimerais déjà rendre hommage à votre courage dans les prises de position que vous avez eues sur la vaccination en Guadeloupe, car tout le monde ne l'a pas fait. Et vous l'avez fait avec un sens de l'État et un sens de la République qui convient, me semble-t-il, d'être souligné ici dans cet hémicycle. Des réponses simples mais claires. La première, bien évidemment, c'est le retour à l'ordre public. Le ministre de l'Intérieur a annoncé il y a maintenant quelques jours des renforts importants du RAID et du GIGN parce qu'il faut le dire, celles et ceux qui cassent et qui s'en prennent aux forces de l'ordre la nuit en tirant à balles réelles sur eux n'ont rien à voir avec des manifestants ou avec des personnes formant des revendications sanitaires. La réponse pénale est en cours, pratiquement une centaine d'interpellations au moment où je vous parle. La deuxième des choses, bien sûr, c'est de poursuivre le dialogue. Monsieur le ministre, la loi de la République votée par l'Assemblée nationale, le Sénat et validée par le Conseil constitutionnel doit s'appliquer sur l'obligation vaccinale des soignants sur l'Hexagone, mais aussi dans les territoires d'outre-mer. Néanmoins, cette autorité de la loi ne saurait écraser un dialogue social entre un employeur et ses employés. Et donc, Olivier Véran a décidé de mettre en place une structure qui va permettre de trouver une solution à chacune des 1400 personnes suspendues au moment où nous parlons, parce qu'on n'est pas en conformité avec cette obligation vaccinale. Un chiffre peut-être, il y avait il y a quelques jours 355 médecins de ville libéraux qui n'étaient suspendus parce que non vaccinés. 150 personnes viennent désormais de se mettre en situation de conformité en se vaccinant. On sera amené à vous rendre compte, évidemment, très prochainement de l'avancée. Pareil au sein du SDIS, où une mission est là pour aider le dialogue social entre les élus du département et les syndicats de sapeurs-pompiers. Demain après-midi, Monsieur le ministre, nous réunirons l'ensemble des élus de la Guadeloupe. Il s'agira non seulement de parler des mesures sanitaires, mais aussi de la jeunesse, parce que c'est elle qui se retrouve sur les barrages. 2 ans de Covid sont passés par là avec une jeunesse désœuvrée. Puis vous l'avez dit dans votre question, je vous en remercie, la question de l'arrivée de la 5e vague, aussi dans les territoires d'outre-mer, de nous préoccuper. Et je vous annonce donc, Monsieur le ministre, que nous allons sans tarder rétablir les tests avant embarquement pour les personnes vaccinées comme non vaccinées qui se rendent de l'Hexagone vers les territoires d'outre-mer. À votre disposition, en tout cas, Monsieur le ministre. Monsieur Lurel. Merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre, de votre réponse. Mais j'ose vous dire que, quelle que soit la qualité des réponses, elles ne seront jamais suffisantes pour certains qui travaillent déjà sur d'autres registres. On ne répond pas à une crise anthropologique et j'ose dire ontologique, psychologique et existentielle par des réponses uniquement matérielles et financières. Il faut une réponse politique. Sans sombrer dans le largage cartieriste, la question de confiance devra être tôt ou tard posée aux élites et au peuple guadeloupéen.
celle du vouloir vivre ensemble. Voulez-vous, oui ou non, rester dans l'ensemble français? Il faudra bien faire tomber les masques. Madame la ministre chargée de l'égalité, à la veille du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, à la veille de la fin du quinquennat, l'heure est au bilan. Plus de 102 femmes tuées à ce jour, plus qu'en 2021. Selon la dernière étude de la Fondation des femmes, 4 victimes de violences sur 10 qui formalisent une demande n'ont aucune solution d'hébergement. Seuls 12% des victimes de violences bénéficient d'une place avec une prise en charge adaptée. Solidarité Femmes indique « Les chiffres sont encore plus alarmants que ceux que nous avions en tête. Il faudrait multiplier par 5 les hébergements sécurisés avec un accompagnement social, juridique, psychologique pour les femmes et leurs enfants. » Plus de 22 000 femmes auraient besoin d'un hébergement pour sortir des violences, puis d'un logement social. Or, fin 2021, 7 820 places d'hébergement étaient disponibles, soit 1 500 de plus qu'en 2018. C'est mieux, c'est très insuffisant pour la grande cause déclarée pour ce quinquennat. Le Haut Conseil à l'égalité pointe aussi du doigt un manque alarmant de places d'hébergement spécialisées, non mixtes et sécurisées. Le rapport Femmes et Ruralité de la délégation aux droits des femmes du Sénat, dont ma collègue Marie-Pierre Monnier était l'une des rapporteurs, indique que 50% des féminicides ont lieu en ruralité, alors que seulement 35% des femmes y vivent. Elle alerte sur la nécessité de places d'hébergement d'urgence dans les zones rurales. L'éviction du conjoint violent associée à l'ordonnance de protection au téléphone grave danger sont des avancées, mais ces mesures ne suffisent pas. Madame la ministre, partagez-vous ce bilan et ces évaluations? Et quelle réponse pour l'hébergement et le logement social à la hauteur des besoins de ces femmes et de ces enfants en danger? Madame la ministre déléguée en charge de l'égalité homme-femme, Madame Moreno, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice Annie Le Houerou. Nous savons évidemment combien l'hébergement est un élément essentiel dans le processus de sortie des violences conjugales. Et c'est la raison pour laquelle, avec Emmanuelle Wargon, nous avons été extrêmement mobilisés sur cette question depuis le début de ce quinquennat. Et nous nous sommes d'ailleurs à ce titre réunis lundi avec des bailleurs sociaux, avec des administrations et des associations en charge de l'hébergement et du relogement des femmes victimes de violences. Et nous nous étions d'ailleurs déjà réunis au mois de mai dernier pour travailler ensemble sur ce sujet et créer un comité de suivi des places d'hébergement. Alors pour en revenir sur les questions des places d'hébergement, vous avez raison, nous partons de très loin. Et donc, même si nous avons augmenté le nombre de places d'hébergement depuis 2017 de 60%, ça n'est malheureusement pas suffisant parce que les efforts précédemment n'ont pas été à la hauteur des attentes. Nous avons créé depuis 2020 2000 places d'hébergement supplémentaires qui sont non mixtes et qui sont dédiées aux femmes victimes de violences ainsi qu'à leurs enfants. Fin 2021, nous aurons ainsi 7800 places dédiées aux femmes victimes de violences ainsi qu'à leurs enfants. Et nous avons également, entre octobre 2019 et septembre 2021, attribué plus de 20 000 logements sociaux aux femmes victimes de violences, soit une augmentation de 30% par rapport à 2017. Alors, je suis d'accord avec vous, il faut rester humble parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on ne peut pas refuser les efforts et les progrès qui ont été faits depuis. Alors, c'est la raison pour laquelle, avec Emmanuelle Wargon, nous continuons de travailler sur ce sujet pour aller encore plus loin et nous avons mis en place un véritable plan pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'hébergement et le logement. Ce plan s'appuie sur 2 axes. Un, nous allons former dès le premier trimestre 2022 tous les centres d'hébergement qui accueillent les femmes au repérage et à l'accompagnement des victimes. Et puis nous allons, en deuxième point, faciliter l'accès au logement social pour les femmes victimes de violences. Et sur le logement social, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons continuer de progresser et nous ferons en sorte que toutes les femmes qui ont besoin de fuir les foyers où elles subissent ces violences puissent avoir un lieu où elles se sentent protégées. Je vous remercie pour votre question. Madame Libéraux, quelques secondes. Madame la ministre, actons ensemble avec la modestie qui s'impose que malgré votre engagement, cette grande cause du quinquennat n'a pas été à la hauteur des besoins que nous devons mobiliser plus largement pour éradiquer ce fléau qui tue
tous les 2 jours. Merci. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre. De Brest à Dunkerque, 150 bateaux français attendent des autorisations pour poser leurs filets dans les eaux britanniques. 11 mois après l'entrée en vigueur de l'accord relatif au Brexit. Face à la stratégie délibérée du Royaume-Uni de refuser l'octroi de ses licences, le gouvernement, lui, navigue à vue. Il y a 6 semaines, Madame Girardin, vous aviez demandé de vous laisser 15 jours pour préparer des ripostes. Après avoir menacé de diminuer l'approvisionnement en énergie outre-Manche, le gouvernement a rétropédalé, arguant de la reprise du dialogue. Jeudi dernier, vous avez évoqué lors des assises de la pêche une indemnisation pour les bateaux qui resteraient à quai, sous-entendant une capitulation de la France. Le président a alors noyé le poisson. Cette annonce aurait été mal interprétée et la présidence française de l'Union permettrait de faire entendre la voix des pêcheurs. L'enlisement de la situation ne présage rien de bon pour cette présidence, mais surtout, il cause un préjudice économique et social énorme pour une population fragilisée qui ne peut plus attendre. La patience des hommes de la mer est à bout et leur colère est légitime. Sans solution gouvernementale, ils passent à l'action avec des mesures de répression visant les exportations vers l'Angleterre. Madame la ministre, trouvez-vous normal que ce soit aux pêcheurs de forcer le respect de l'accord conclu? Combien de temps encore vont-ils être otages de ce sabordage et payer le prix d'une crise qui est en réalité une crise diplomatique? Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre de la Mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Martine Filleul. Alors j'étais chez vous dimanche pour débattre effectivement avec les pêcheurs, mais également avec l'ensemble de la filière, puisqu'il y a les pêcheurs, bien entendu, les marieurs, et il était important que nous puissions échanger tous ensemble. Nous étions au Cross Greené et ça m'a permis effectivement avec eux de bien pouvoir lister l'ensemble des problématiques qui existent avec le Royaume-Uni. Mais je veux le redire ici, je leur ai rappelé que la priorité du gouvernement, c'est bien de nous battre pour obtenir l'ensemble des licences. Et vous l'avez dit tous, il en reste à peu près, un peu plus de 150. Nous nous battons pour chacune d'elles avec des arguments précis parce qu'à chaque fois, c'est des cas particuliers. Pourquoi? Parce qu'on est dans les zones proches de la côte, on est avec le plus souvent des navires de moins de 12 mètres, sauf effectivement pour les navires remplaçants que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est donc un travail au cas par cas. Mais en même temps, et je l'assume totalement, en même temps, c'est quoi mon travail de ministre? C'est quoi aujourd'hui gérer ce sujet? C'est prévoir l'avenir. Prévoir l'avenir et répondre à chacun des cas qui se présentera demain. Première action, bien entendu, continuer à mener le combat. Deuxième action, les accompagner avec toutes les mesures. Un plan d'accompagnement. Ce plan d'accompagnement, il est présenté en janvier 2020. Il est construit avec les pêcheurs en fin 2020. Il n'y a rien de nouveau dans ce que j'ai dit aux assises, sauf une manipulation politique à la sortie. J'ai rappelé les différentes mesures de ce plan. J'ai rappelé les différentes mesures de ce plan. Et effectivement, j'ai parlé à tous ceux qui avaient et qui allaient connaître les conséquences du Brexit. Mais j'ai aussi parlé à ceux qui avaient et qui connaissaient les conséquences de Westmed, c'est-à-dire ce qui se passe en Méditerranée, à ceux qui aujourd'hui pêchent dans le golfe de Gascogne, parce que les difficultés des pêcheurs ne sont pas que liées, même si c'est le gros dossier, à la crise du Brexit, il se relève aussi de la crise Covid. Et donc ce plan d'accompagnement, il doit se mettre en place dans les jours qui viennent.